Ben, c'est ça. Mettons que tu pourrais téléporter quelqu'un dans ton confinement. Mettons que tu pourrais le téléporter, puis que tu pourrais, ce serait quelqu'un avec qui tu pourrais discuter, répondre à tes curiosités, côté divertissement, peu importe, un intellectuel, un sportif. Tu choisirais qui? Tu vas trouver ça drôle, là, mais il y a une image qui me vient en tête, là. C'est Monsieur Bruno. Monsieur Bruno. J'espère que Monsieur Bruno va voir ça, cette vidéo-là. Monsieur Bruno, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était à la télévision. Lui, il voyage avec son fils, puis un caméraman, puis il voyage, il va dans le cœur des villes où il va visiter. Il ne va pas vraiment dans le touriste, il va plus dans les locaux, là, tu sais. Il y a de l'autodérision, il est drôle. Puis qu'est-ce que tu poserais comme question à M. Bruno? Comment il fait pour faire ces voyages-là, puis être capable de gagner sa vie? Machine pour téléporter. 25 milliards de dollars. Ouf. Mon compte de banque. 26 milliards 1. Bon, il va quand même me rester une pièce. OK, on y va. Bon, OK. Pour mes abonnés, il n'y a rien de trop beau. Alors, bon, Teleportation Machine, click here. To buy. OK. To complete your order, just click the purchase button. Congratulations, you just bought a teleportation machine. $25 billion will be debited from your account. The Republic of Bashi-Kishtan would like to thank you very much. You are ready to make a teleportation. Yes! Vérifier, compte de banque. Il reste une pièce. Ben oui, ça a bien marché. Donc, il reste $1. OK. Alors, Pascal, si tu es prêt, la téléportation va débuter dans 4, 3, 2, 1. Mon invité aujourd'hui est un humoriste, comédien, auteur, reporter et un globe-trotteur. Le personnage que je vais téléporter dans l'écran de Pascal a fait ses débuts à l'écran dans l'émission pour enfants Le Studio sur la chaîne Canal Famille. Mon célèbre invité a acquis une notoriété quasi papale dans le monde du voyage. Pour ma part, je l'ai connu en tant qu'humoriste à des émissions comme La fin du monde est à 7 heures et plusieurs autres diffusés dans plusieurs stations de télé de Montréal. Les personnages créés à l'époque font toujours partie de ces aventures télévisuelles. On peut voir les aventures de M. Bruno sur la chaîne Évasion. Il est également correspondant au quotidien La Presse depuis 2004 et dans une série de reportages intitulée La fosse autour du monde, il relate ses aventures de voyage en Asie et au Moyen-Orient. Comment vas-tu? Hey! Comment ça va? Ça va très bien. Pourquoi est-ce qu'on t'appelle Sylvain l'Américain? En fait, je m'appelle moi-même Sylvain l'Américain. OK. Je suivais des YouTubers, puis il y avait tous des noms. Rarement quelqu'un avait son propre nom. Et puis, entre autres, je suivais Nomadic Fanatic. Okay. Et puis, je l'aimais beaucoup. C'est un YouTuber qui avait 100 000 abonnés à l'époque, maintenant 200 000. Puis, j'aimais beaucoup son nom, Nomadic Fanatic. Donc, c'est devenu Sylvain l'Américain. Ouais, puis t'es d'Amérique. Ouais. C'est pas quelque chose qui a été réfléchi bien longtemps. Attends, je vais te présenter mon ami Lec. Hey! C'est là. Hey, Lec! Hello, what do you got? Ça va? Got
Flex, c'est un gars qui travaille pour le building ici. Hier, j'y ai donné un élastique parce que là, il s'entraîne, mais il n'y a rien, puis il ne peut pas aller au gym parce que les gyms ne sont pas ouverts. Fait que j'ai donné un élastique comme ça hier, puis il est bien content. OK? Kangman? OK, Avec ses bras, on peut bien montrer ça. Show your bra. Oh, Kangman! Écoute, je suis bien content de te rencontrer. Moi aussi, ça me fait plaisir. Puis, Ouais, toi, t'es en plein milieu de la nuit, on va préciser. oui, ben, très tôt le Moi, je suis en matin. après-midi. Il est 2 h de l'après-midi chez nous. Ouais. Et là, on est sur le toit. Ouais, et on est sur le toit, puis c'est pour ça que Lec est là. On n'est pas chez nous. On est sur le toit, puis c'est le toit où je m'entraîne. Fait qu'on est comme dans mon gym. Tu me surprends en plein entraînement. Hein. Ah, désolé. Alors, on prend la vraie nature de Bruno. J'ai parlé avec le roi Rama, et puis on a arrangé ça. Donc, 11 h, ça mélangeait tout le monde. Ah, c'est Donc, on s'est mis compliqué, hein? d'accord, puis maintenant, ça va être 12 heures de décalage. Puis, on s'est entendu, puis ça va être correct comme ça. Ça va être 12 heures? Oui. C'est de votre faute, hein? C'est vous autres qui changez C'est nous l'heure. autres? C'est on notre a faute? toujours la même heure ici. OK. Oui, bien, C'est de votre faute. quand je vais rencontrer Justin Trudeau, je vais y en parler. Ah ouais. Promis. Pascal m'avait demandé dans mon dernier vidéo, comment tu fais pour faire toutes ces vidéos-là et puis réussir à gagner ta vie? Pas évident. Il faut vraiment se commettre. Il faut d'abord prendre la décision de vouloir faire ça dans la vie parce que c'est pas un métier facile, c'est pas des métiers faciles. Moi, j'en fais un de ceux-là. Mes chums caméramans, mes chums qui font du son, mes chums réalisateurs, on fait un peu tous la même job. C'est un métier qui rapporte pas beaucoup d'argent. C'est un métier qui demande que tu sois pas chez vous souvent. Donc, c'est pas reposant. Mais une fois que tu t'es commis, une fois que tu as accepté tous ces problèmes-là, entre guillemets, tu découvres que c'est une vie qui en vaut la peine parce qu'il n'y a jamais 2 journées pareilles. Alors, notre ami le biker gentil, je te le souhaite si c'est ça que tu veux faire dans la vie. Ouais. Je pense que ce que toi tu fais depuis plusieurs années, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens aimeraient faire. C'est une situation de rêve de gagner sa vie puis de faire des voyages. C'est encore drôle. Moi, je rencontre souvent des gens qui me disent qu'ils sont contents de rentrer à la maison après leurs 2-3 semaines ou leur mois de congé. Moi, n'ayant pas de maison, je vis pas jamais j'ai jamais ce feeling-là que il faut que je rentre parce que c'est chez moi puis je suis confortable là. Puis, tu sais, je suis bien, j'essaie d'être bien où je me trouve. Tu vois, là, je suis même pas chez nous, je suis chez ma copine parce que, on va faire une histoire courte, je me suis brisé le pied en Éthiopie il y a 2 mois. Et puis, j'ai choisi de rentrer à Bangkok pour me faire opérer parce que c'était plus facile, c'était moins douloureux, juste faire 8 heures d'avion plutôt que 23 heures pour rentrer au Québec. Et c'était juste avant le COVID. C'est la semaine avant qu'ils ont fermé la frontière chez nous. Donc le timing était vraiment étrange. C'est un accident un peu qui est bien tombé. Je suis rentré en Thaïlande, je suis allé à l'hôpital en face de chez ma copine. J'étais en convalescence chez elle. Et puis, je ne pouvais plus rentrer dans ma province parce que là, c'était fermé à cause du COVID. Donc je suis ici depuis 2 mois par accident, depuis 1 mois. Là. Tu sais, j'aurais pu rentrer chez moi, mais je commence à m'y faire, là, de vivre avec un coloc. D'habitude, moi, je suis quelqu'un qui vit tout le temps tout seul. Mais là, on est bien ensemble, c'est cool. Super. Et puis, là-bas, le COVID, de façon générale, comment ça se passe? Beaucoup de gens infectés ou... Et très petit, très petit. 3000 et quelques cas. 56 décès, là. Je dis aujourd'hui, en date de hier, j'ai checké les statistiques, le 18 mai 2020.
Et puis, c'est étonnant. Moi, je me dis peut-être que culturellement, il y a des choses qui expliquent le fait qu'il y ait moins de contagion. Les gens ne se serrent pas la main, les gens ne se prennent pas dans leurs bras, ne s'embrassent pas la bise. Et puis, il n'y a pas de... Il y a pas, tu sais, les foyers où il y a des épicentres de la COVID, là, les endroits où les personnes âgées vivent tous ensemble, il n'y en a pas ici. Ça n'existe pas. Les personnes âgées vivent en famille. Les personnes âgées demeurent avec la famille. Donc, ça aussi, je pense que ça a contribué beaucoup à ce que le virus se propage moins. Mais il y a aussi le fait qu'il fait très chaud, peut-être. Je sais pas, c'est toutes des affaires qu'on va être sans doute capable d'expliquer à un moment donné. Mais aujourd'hui, moi, ça m'échappe parce que moi, je m'attendais, je me suis dit, quand j'étais pogné ici pendant la pandémie, et puis je n'avais pas possibilité de partir, d'aller nulle part, je me suis dit, ah, ça va aller mal, là, ça va être comme en Chine. Étonnamment, écoute, même les provinces à côté, les pays à côté aussi, le Cambodge, le Vietnam, même affaire. Le Vietnam, 0 décès, je crois. Le Vietnam est rouvert déjà. Ben, rouvert pour les habitants, mais je pense qu'on ne peut pas encore y aller. Mais écoute, l'Asie du Sud-Est a été épargnée. Si j'avais voulu choisir un endroit où être, puis être chanceux, je serais tombé ici finalement. Ouais. Ben, Et ici, on porte des masques aussi. Il faut dire ça aussi. On porte des masques. C'est la première fois qu'on l'a fait. Aussitôt qu'on a entendu parler qu'il y avait du monde malade, tout le monde a mis des masques. Tout de suite. Ils n'ont même pas eu besoin de dire au monde de porter des masques. Ici, en Asie, quand tu es malade, tu portes un masque parce que tu ne veux pas donner la maladie à quelqu'un. Puis quand il y a quelqu'un de malade dans ton bureau, ben, tout le monde porte des masques. Ça semble plus commun dans ces pays-là. Complètement. Ça achale pas personne du tout. OK. Aussi concernant l'Asie, parce que ma fille, cette question-là vient de ma fille en fait. Et son Instagram, c'est MM Limonade. MM Nomade. Lemonade. Ouais. C'est pour ça MM Limonade. Quelque chose dans ce genre-là. Je l'ai ici. Elle vient d'envoyer un story, justement. MM Lemonade. MM Lemonade. Bonne fête des Patriotes, qu'elle dit. Je savais pas que c'était la fête des Patriotes hier. Je ne l'ai pas dit à la télé parce qu'on n'était pas live. Ou de la reine. Ah, c'est ça, ce congé-là. Okay. Alors, donc, elle voyage et puis, d'ailleurs, elle te porte un très grand respect. Elle m'a dit, fais attention, ne me fais pas honte. OK? Elle m'a dit, j'ai beaucoup de respect pour cet homme-là, alors ne me fais pas honte. Donc, sa question, c'est, elle a l'intention d'aller en Asie. Donc, on parle de la Thaïlande. Elle est même en train d'apprendre l'indonésien. Oh boy, OK. Et puis, l'Asie de façon générale, est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que c'est recommandable pour une jeune fille qui part avec son sac à dos? Le père aussi aimerait connaître ta réponse. Ah, okay. J'allais le suggérer. Oui, c'est sécuritaire. Je ne peux pas parler en tant que femme parce que mais je peux témoigner par contre que grâce au restaurant, moi j'ai pu voir qui voyageait de chez nous. Beaucoup. J'ai rencontré une tonne de Québécois parce qu'on a un restaurant qui s'appelle Bangkok Poutine. C'est mon ex-copine qui le gère maintenant. Moi je suis encore la mascotte. Et puis j'ai pu constater une chose, c'est que il y a beaucoup plus de jeunes femmes que de jeunes hommes de chez nous qui voyagent. Ils sont bien plus courageuses, sont bien plus débrouillardes, puis ils sont bien meilleures. Et puis, je me demande ce que les gars, ils font. Écoute, ils arrivent ici, ils sont tout mêlés, ils savent pas ce qu'ils sont. Les filles ont toujours des plans, ils se sont toujours fait des chums, ils ont toujours quelque chose de clair là, en tête. Et puis oui, moi je te dirais oui, parce que tu n'es jamais toute seule ou tout seul dans un pays. En tout cas, Bangkok, l'Asie, tu te retrouves toujours avec des gens comme toi, avec le sac à dos, qui font un trip qui ressemble au tien, bien souvent. Souvent, ils arrivent de quelque part où tu veux aller.
Ou souvent, ils vont à quelque part où tu t'en vas. Fait que tu finis toujours par te ramasser avec quelqu'un, tu finis toujours par avoir des conseils Moi, j'aurais plus peur que ma fille aille se balader aux États-Unis, je te dirais, que de venir se promener en Asie, honnêtement. Ah ouais, à ce point-là. Et puis, comme je te dis ici, on n'est jamais seul. On finit toujours par voyager avec quelqu'un, on finit toujours par rencontrer quelqu'un. Et c'était vraiment la raison pour laquelle j'avais créé le restaurant il y a 5 ou 6 ans. C'était pour créer un endroit où les Québécois pouvaient se donner rendez-vous. Se dire, hey, on va aller manger une poutine, on se rencontre là-bas. Ou avant de partir, avant de prendre l'avion, ou en débarquant de l'avion, on va se rencontrer là. C'est de faire une espèce de quartier général québécois. Et puis ça a marché, c'est vraiment génial. Ça s'appelle Bangkok Poutine pour ceux qui veulent y aller. Mais oui, mais ça m'intrigue un peu ton restaurant là-bas. Comment tu faisais pour faire de la poutine en Thaïlande? Le problème, c'est surtout le fromage cheddar. Le problème, c'est la sauce. Refroidi. C'est la sauce. La sauce? La sauce. Ah, bon. À l'époque, là, ça change un petit peu, mais à l'époque, des sauces barbecue, des sauces brunes, ça n'existait pas ici. Fait qu'il a fallu que je commence. Il faut en importer, j'imagine? C'est ça, avant de l'importer, avant de flasher et de me dire, gars, je vais en faire venir de la sauce à poutine, c'est tout. J'ai commencé à en faire avec. Je faisais un roux. C'est ma mère qui m'enseignait à faire une sauce avec du poulet. Et puis, on a fait une sauce qui était pas mal, mais qui n'était pas barbecue, qui était un peu flat. Mais le fromage, tu vois, au début, on prenait un mélange de cheddar puis de mozzarella. Je le brisais comme du fromage en crotte pour que ça ressemble, tu sais, à notre fromage folklorique. Et puis, on en a trouvé, finalement, du fromage. Et on fait venir de la sauce, sauf que ma copine, elle y ajoute toujours un petit quelque chose. Donc, la sauce est spéciale. C'est de la sauce de la maison, mais... Okay. Thai style. Oh. Thai style. Thai style. J'aimerais ça essayer ça. D'ailleurs, tu en as fait en Afrique aussi, au Bénin. Ah oui. Excuse-moi, c'est chaud. Oui, on a fait une soirée poutine au Bénin. Parce qu'ils ont un fromage qui ressemble à notre fromage. Hey, ils ont mis ça au bout, man. Ça a duré ça de long. On s'est assis, puis il en restait plus. Ça avait l'air de party. Oui. Est-ce qu'il y avait du soda-bi ou la fameuse boisson? Ah, pas. Je suis sûr. Tu sais qu'il y a beaucoup de Béninois chez nous, je les salue. Et puis ceux qui nous écoutent chez eux. On les salue. Et je suis persuadé qu'on peut trouver du soda-bi, moi, à Montréal ou à Québec. Ça me surprendrait pas. Sûr et certain. Oui, il va y avoir des commentaires en bas, là. Je checkerai ça. S'il vous plaît, des commentaires en bas. Fun. Ça part bien à partir. Là, maintenant, ça fait combien d'années que tu vis en Thaïlande? Moi, j'ai mis le pied ici pour la première fois en 2005. 2005. OK. Fin 2004-2005. Et quand je suis arrivé en train, j'arrivais de la Malaisie. Et puis je suis rentré dans Bangkok en train, c'est fabuleux. Tu arrives comme derrière le décor, c'est vraiment wow, c'est beau. Là. Et je suis arrivé, tu débarques presque au centre-ville. Et je suis descendu, puis j'avais rencontré 2 personnes de Gatineau, un couple, pour te dire comment on voyage jamais seul, qui étaient là dans le train, puis qui m'ont dit, suis-nous, nous autres, on sait comment se rendre à la bonne place pour aller se louer une chambre, un beau quartier, le fun. Et puis je les ai suivis, on a marché, on a traversé le Chinatown, on est allé à Rivière, au Chao Phraya, on a pris un bateau, tout de suite, moi j'étais sous le charme. On a pris un bateau plutôt que de prendre un bus ou un taxi parce que ça coûtait, à cette époque-là, je pense que ça coûtait 25 cents. Et puis c'est encore pas cher, là, ça vaut encore la peine parce que c'est magnifique. Là, tu suis le bateau, tu suis la ville, et là je suis descendu dans le coin de la rue de Khao San sur vous descendez au numéro 13 si vous prenez le bateau et vous êtes juste à côté de Rambutri, la rue Khao San. Il y a des beaux petits hôtels, ça coûte pas cher, des bons restaurants, c'est cool. C'est vraiment cher. Aller prendre une bière dans ce coin-là aussi, c'est le fun. Et puis c'est plein de backpackers. Fait que là, eux autres, ils m'ont dit, gars, nous autres, on te conseille cet hôtel-là, on vit là, tout ça. Puis je suis arrivé là-bas, je suis allé à leur hôtel. Là, on est sortis ensemble, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, là, de fil en aiguille. Écoute, j'ai renouvelé mon visa, je ne sais pas combien de fois, je ne voulais plus partir de là. Et
j'en ai fait ma base, je te dirais, de tous les voyages que je faisais. Je finissais toujours par revenir en Thaïlande pour me reposer. J'allais faire, je sais pas, à un moment donné, j'ai fait 9 mois en Afrique. Je suis revenu ici me poser parce que pour moi, c'était beaucoup plus facile de partir de Bangkok que de partir de Montréal pour aller voyager. Parce que d'ici, aller en Inde, d'ici aller en Éthiopie, d'ici aller, tu sais, tout sauf l'Amérique du Sud, là, parce que ça prend comme 4 jours y aller. J'ai fait l'expérience, je le sais, pour partir autrement. Aïe, 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 écoute, j'ai jamais pris un vol comme ça. Je pense que j'ai pris 6 avions pour me rendre, où est-ce que je m'en allais? En Argentine. C'est ça, en Argentine, je me souviens. Est-ce que le cœur de Bruno est thaïlandais? Oui, beaucoup, ça oui, mais je fais encore plein de gaffes, là. Ici, en plus d'être thaï, ils sont bouddhistes. Fait qu'il y a toutes sortes de règles que je connais pas. Puis, tu sais, je parle un peu le thaï, puis des fois, j'emploie pas tout à fait les bonnes expressions, parce qu'il y a plein de niveaux de langage, selon à qui tu t'adresses, selon que ils sont tes amis ou non, selon qu'ils sont plus âgés ou non. Fait que, tu sais, des fois, j'utilise des formes qui sont trop... j'utilise des mots qui sont trop formels. Des fois, au lieu de dire Gamlangja, je vais dire Reo Reoni. Et ça veut dire bientôt. Mais c'est parce que moi, j'ai appris à l'école une forme qui est moins conversation, qui est plus écrite. Et ça, je l'ai découvert. Je le découvre encore. Des fois, j'utilise des expressions. Ma blonde m'a dit « Pourquoi tu parles comme dans le dictionnaire? » Ou pourquoi tu parles comme la madame qui parle au micro à l'aéroport, parce qu'elle ne parle pas comme le monde ordinaire. Et en plus, quand tu parles de royauté, et là, eux autres, ils ont un vocabulaire qui est complètement différent. Fait que être thaï, il faut être thaï. C'est comme ça. Mais je suis bien proche d'eux autres. Écoute, je commence à être pas pire cuisinier thaï aussi. Je fais une somtam kai kem. Elle est formidable. Vraiment délicieuse. Ah ouais. On sent qu'il y a un cuisinier. Oui, mais regarde, je commence. Non, mais je faisais une émission de cuisine. Je te dis un secret, mais je pense que je l'ai déjà dit à quelqu'un avant en entrevue. Je pense que je l'ai dit à Mike Ward. Okay. J'ai fait 2 ou 3 années de show de cuisine. Ça s'appelait Manger le monde. Manger le monde? Et, oui, à Évasion. C'est bon, ce show-là. C'est le fun de faire des shows de cuisine, là. C'est incroyable. Ah ben, et puis, je connaissais pendant pas ça. 2 ans, j'ai fait une émission de cuisine et j'ai jamais fait la cuisine. OK. Si tu regardes le show comme faut, là, Je vais aller voir ça. Je suis juste à côté, puis je picole. C'est un peu comme... comment ça s'appelait? Oui, exactement. Christian Bégin. Christian Bégin. Il y avait aussi celui avec Maman Dion. Ah, Seigneur. Je pense qu'on parle Éric Salvaille. Je suis pas sûr. Ouais. On dirait que je ne voulais pas prononcer son nom, lui. Je sais pas comment il va, le beau Éric. J'imagine. Il va sûrement bien. Tu dirais que ton plus beau moment a été où, exactement? Le plus beau moment, ça a été avant le voyage, quand j'ai décidé que j'allais partir. On remonte... Et puis c'est pas une décision qui est facile, mais quand on remonte en 2004. En 2004. Parce que ça fait 16 ans de que ça. je voyage. Puis ça fait 16 ans que je vis soit d'émissions de voyage, de livres de voyage ou de chroniques de voyage. Ce moment-là, quand tu prends la décision de partir, c'est bon. C'est bon parce que tu es déjà un peu parti. Moi, j'avais mis une carte du monde sur mon mur dans mon salon et puis je m'en suis tellement inspiré pendant des années avant de partir. Et puis quand j'ai pris la décision de partir, au mois de juin, je suis parti au mois de juin et là j'ai dit à mon père, j'ai dit, devine où est-ce que je m'en vais, papa? Et il m'a dit, tu t'en vas aux Fidji. J'ai dit, comment ça que tu sais que je m'en vais aux îles Fidji? Je sais pas, j'avais un feeling. Je suis ben, c'est étrange. Tu sais, des affaires étranges dans la vie, ça c'en était une, je te jure. D'entre tous les pays, mon père a déterminé exactement le pays où je m'en allais. Il connaissait son Bruno, papa. Ouais, sans doute. Et puis là, vois-tu, j'ai passé 6 mois aux îles Fidji. Je suis resté beaucoup trop longtemps. J'ai flambé mon budget au complet en plongée sous-marine.
Et puis, je suis parti, je suis arrivé en Asie et là, je suis vraiment... C'est là mon deuxième plus beau moment, je te dirais. C'est quand j'étais en Chine et j'ai décidé que je rentrais pas. J'avais un billet de retour à la maison. J'ai pris mon billet de retour, je l'ai jeté. Et puis, décision, ça a été comme... Un élément déclencheur. Ça a été comme si je prenais possession de ma vie d'un seul coup. J'ai fait, c'est ça la vie que j'aime, c'est ça que je vais faire, il n'y a personne qui va me dire quoi faire. Et là, je faisais genre 200$ par semaine, 250$ par semaine avec les chroniques dans la presse, je faisais pas une scène. Et puis, j'ai toffé ça pendant presque 3 ans, là, à vraiment pas faire beaucoup d'argent. Écoute, mon compte était toujours sur le bord de zéro. Et j'allais dans des pays où ça coûtait presque rien. J'avais pas les moyens de rentrer à la maison. Je pouvais pas rentrer à la maison parce que si je rentrais à la maison, j'avais pas de job parce que j'avais pas d'argent pour voyager. Donc j'étais pogné dans un espèce de cercle vicieux. Et là, j'ai finalement commencé à accepter qu'il fasse un livre avec les chroniques. Okay. Et c'est là que j'ai fait un peu plus de sous avec les livres. Et c'est là qu'a commencé les émissions et tout ça. Et là, de fil en aiguille, tu vois, je vis bien, dans le sens où j'ai un toit, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi m'habiller, j'ai du temps pour m'entraîner, pour faire de la course, parce que les gens ne savent peut-être pas, je fais du triathlon, des marathons, puis des ultramarathons. Ouais, j'ai vu ça. C'est un autre avantage d'être en C'était pas mal bon. Il fait toujours beau, tu peux toujours t'entraîner dehors à chaque jour. Et puis ça, ce moment-là en Chine, ça a été un élément déclencheur. Ouais, c'est un des plus beaux moments de ma vie, ça, la naissance de mon fils, mon petit-fils. Tu dirais que tu as été longtemps avec des revenus modestes. Est-ce que c'est toi qui as fait les approches pour la télé, pour être Invasion? Non, c'est quelqu'un qui m'a dit hey, je fais un show Partir autrement. Okay. J'ai commencé avec Partir autrement. Et puis, est-ce que ça dirait de faire un truc sur le tourisme durable? Moi, je dis oui, je vais apprendre. Il n'y avait pas grand-chose. Parce que je ne connaissais pas beaucoup. Donc ça a été des belles années. Ça a été une couple de belles années. Et puis ensuite, tu vois, moi, comme j'aime faire des affaires nouvelles toujours, original. Là, je suis tombé dans les vacances de M. Bruno. J'ai fait... Les vacances de M. Bruno, c'est ton concept à toi, ça? Ou c'est chez quelqu'un? C'est un ami, Jean Bourbonnet, qui est le premier réalisateur, qui dit « Hey Bruno, ce serait le fun que tu fasses un show de voyage qui te ressemble un peu plus. » Fait qu'on on a développé ça ensemble, puis on est rendu à la 4e année, cette année. C'est un show qui est un peu pas mal jamais le même. La formule est, Bruno parle à la caméra, puis Bruno est sur le terrain. Ça change pas. Mais il n'y a pas deux émissions qui sont pareilles. Et c'est pour ça qu'on aime tant le faire, le show, pour ça que le réalisateur, caméraman. À l'époque, j'ai réalisé aussi, puis j'ai monté aussi. Le monteur, mon ami Christophe Lambert, maintenant qui est là-dessus. Et puis, tout le monde de l'équipe adore faire ce show-là parce qu'on est toujours surpris, parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre, parce que c'est des fois des surprises, même les mauvaises surprises sont le fun parce que ça fait de la bonne TV. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial dans mon métier, c'est que moi, s'il m'arrive quelque chose comme je me brise le pied en Éthiopie, écoute, je suis capable d'en tirer un article, je suis capable d'en tirer un reportage. Tu sais, je sais pas que je vais me briser le pied souvent, là, mais mettons que le punch va être pas pire. C'est la première émission en Éthiopie. J'espère qu'on va pouvoir retourner bientôt pour finir la saison. Ça, c'était... Deuxième jour de tournage. Oui, je me suis pété à la gueule live on camera. C'était pour l'année prochaine? Les vacances de M. Bruno. Ah, la saison 4, OK. C'est le premier show, deuxième jour de tournage. Je me suis pris pour Superman ce soir-là, puis je me suis pété à la gueule. Puis, t'as constaté que t'es pas Superman, yes, là? Sir. Pas encore. Tu es humain. Est-ce que tu dirais que ça, c'est ton pire moment depuis que tu voyages, ou...
Ah, de pire. Ah oui, Quel- regarde, quel serait- c'est pas Quel loin serait du le pire? C'est pas loin du pire parce que quand c'est des choses qui m'arrivent à moi tout seul, c'est bon, tu sais, je suis capable de gérer ça, puis je vais m'en sortir. Et puis, quand c'est des choses comme celle-là qui font que ça interrompt un tournage, que ça met toute une équipe dans l'embarras, que ça met toute une production on hold, ça m'a fait bien de la peine, même que j'ai insisté pour qu'on continue. J'ai dit, c'est bon, regarde, on va me taper le pied, je vais être correct, c'est ça. Mais c'est mes chums de l'équipe, les gars m'ont dit, viens, Bruno, là, ça sert à rien, là, tu vas t'handicaper. Ils t'ont sauvé. Puis à Montréal aussi, là, ils ont dit, regarde, ça fait, là, t'es pas Superman une fois, tu seras pas Superman une autre fois, là. Laisse faire ça, laisse faire ça. Fait qu'ils m'ont rapatrié. Du coup, vois-tu, on a interrompu un tournage qui aurait été interrompu la semaine suivante. Ouais. Parce que la semaine suivante, on disait à tout le monde, rentre à la maison, COVID, C'était le c'est COVID. fini, il n'y a plus de tournage à l'étranger. Mais sinon, un autre pire moment, il y a des fois que tu penses que c'est des pires moments, puis ça vire en magie. J'étais dans un train au Soudan qui a déraillé. OK. En plein milieu Shit. du désert. Je partais de Wadi Alpha au nord. Je venais d'arriver en bateau de l'Égypte. Je partais de Wadi Alpha en train, puis je m'en allais à Khartoum. Et en plein milieu, pouf, le train a débarqué. Il n'est pas tombé, il est juste sorti des rails. Et là, il fallait attendre Le towing. l'espèce de remorqueuse qui venait. C'est un autre train qui venait de Khartoum pour remettre le train sur les rails et repartir. Et puis, on est en plein milieu du désert. Je viens de te dire qu'il fait chaud. Tout le monde est assis à Dans cette l'ombre, région-là. à côté. Moi, je suis le seul blanc de la gang. Écoute, les gens m'ont invité à manger. On est allé se promener. Il y a un gars qui m'a dit, viens avec moi. J'ai trouvé quelque chose. Là, il y a comme c'est des dunes. Là. On voit rien. Moi, je vois rien. Regarde là-bas. Quoi qu'il y a là-bas. On passe la dune, il y a un oasis avec des dattiers, man. On mange des dattes, il y a de l'eau, on peut se baigner, les enfants se baignent. Écoute, Ben voyons. C'était génial. Là, le remorque est arrivé, on a remis le train sur les rails, je suis parti, je suis arrivé à Khartoum, et puis là, écoute, j'avais comme 25 invitations à aller dormir chez un puis chez l'autre. C'était... C'est vraiment devenu un moment magique. Ben oui, mais ton train a déraillé en plein oasis. Presque. À qui ça peut arriver, c'est sûr? À Tintin, man. À Tintin? À Tintin. J'étais Tintin ce jour-là. Tu dirais que le pays le plus accueillant a été lequel? Des tonnes. Vraiment, Le plus. Je saurais pas te dire. Il y a des pays, OK, où le fait que tu es un homme, ça aide. Les pays musulmans. Je pourrais te dire que le Yémen était un des pays qui m'a le plus OK. Surprenant. Ouais, étonnamment. Au Yémen, là, je me sentais tellement en sécurité. Là. Je pouvais cogner à n'importe quel pas. Puis je suis sûr qu'il m'aurait dit, entre, assis-toi, bois un thé, mange un biscuit. Et après ça, il m'aurait dit, qu'est-ce que tu viens faire chez nous? Après. Il ne me l'aurait même pas demandé avant. C'est un peuple où toutes les portes étaient ouvertes là-bas. C'est vraiment... C'est surprenant, quand même. C'est un peuple fabuleux. C'est dommage ce qui se passe. Je suis pas dommage. C'est une tristesse inouïe. Sinon, Yémen, Syrie, ce coin-là, j'ai vécu vraiment j'ai vécu de l'hospitalité d'une manière qui m'a... Il y a le fait aussi que j'étais surpris par tant d'hospitalité. Il y a ça aussi. Quand ça te surprend, ça a l'air encore plus grand. Sinon, l'Asie du Sud-Est, c'est fabuleux. C'est vraiment fabuleux. On est super bien accueillis. Est-ce que tu es bien accueilli parce que tu es avec l'équipe de télé ou est-ce que... Ça dépend. Il y a des fois, dans des endroits publics, on pousse notre lock un peu, on sort le Kodak alors que ça ne devrait pas être dans on devrait pas être dans... On filme jamais sans demander la permission aux gens qu'on filme. Sauf que des fois que les autorités viennent nous demander ce qu'on fait là. Mais par rapport à l'accueil, tu vois les gens qui passent à l'émission,
on devient amis, là, vite. On est comme... Ils sont généreux. Là, ils sont gentils. Là. Mais si tu voulais un seul pays, il faudrait que je détermine un seul pays. Forcément, je dirais la Thaïlande, parce que c'est le pays où j'ai choisi de m'arrêter. Ça va des camps. Est-ce que tu dirais, toi qui as joué dans La Grande Séduction, quand tu annonces que tu t'en vas dans un endroit, est-ce que les gens te font justement La Grande Séduction? Non. Est-ce que les gens t'attendent? Ils se mettent beaux, ils se mettent sur leur 36, comme on dit. Ils sortent les costumes, ça c'est clair. On dirait. Ils sortent les costumes, ils préparent un banquet. Les costumes. On fait quand même de la télé, tu sais, fait que, on va pas les voir jouer sur leur téléphone. Tu sais, non, regarde, ils sont là pour nous, ils sont accueillants, ils nous ouvrent les portes. Vous demandez rien Ils nous offrent. Et ils vous font La Grande Séduction. Eux, écoute, ils veulent que les gens viennent les voir, ils sont fiers de leur culture, ils sont fiers de leur chez eux, ils sont fiers de leur tradition, ils sont fiers de leur bouffe, ils sont fiers de leur sodomie. Fait que, tu sais, eux autres, ils ont envie de partager. Puis, nous autres, ça tombe bien parce que on a un show là pour ça. Fait que, oui, la séduction, mais oui, la sincérité. Beaucoup. Les gens, là, il n'y a pas de masque. Là. Et puis, s'il y avait un masque, là, il serait démasqué tout de suite. Parce que moi, je fais pas semblant de rien dans ce show-là. Jamais. Et il se passe de quoi, là, je ne ferai pas semblant que ça se passe pas. C'est là que... Si c'est Bruno, en dessous du chapeau, il y a Bruno Blanchet. Ben, tu sais à quoi il sert, le monsieur Bruno, hein? Il sert à me reconnaître dans une foule. Il sert à me distinguer du reste du monde. Il sert que quand tu fais une top shot dans un marché, OK, avec 500 personnes, tu es capable de le trouver en 5 secondes. C'est Charlie. C'est mon saut de Charlie. Et puis, il est utile aussi parce que chaque matin, je me lève, je sais ce que je fais. C'est bien facile. J'ai un paquet de rechange, chemise propre, petite veste, machin, chapeau, bye-bye, c'est fait. Je n'ai même pas besoin de me dire comment ça. Tu sais, quel kit qu'il faut que je mette, tout ça. Là, je suis raccord. Je suis toujours raccord. Parce que là, tu sais, si on veut mélanger deux événements qui n'ont pas été tournés en même journée, tu sais, un matin avec un après-midi, mais on dit, gars, je suis allé luncher, je suis allé là après. Je suis habillé pareil, non? On peut pas le savoir. Le kit, est-ce que c'est ton idée à toi? Oui. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui l'a conçu? Le kit, il vient de... Le chapeau, la valise? De moi, oui. Et ma soeur aussi. Ma soeur qui m'a aidé. Ma soeur est designer. Et ma soeur m'a aidé aussi. J'ai dit, garde, ça. Je lui montrais mes morceaux à mesure. Elle dit, ça serait cool, si t'avais comme un pantalon un peu serré dans le bas, une espèce de bottine. Bonne idée. Un peu clown, mais en même temps, un peu Charlie Chaplin, un peu les vacances de M. Hulot, un peu Hulot aussi. C'est ça, les vacances de M. Bruno. J'avais envie de m'amuser avec ça, puis avec une certaine forme d'humour qu'on pratique. C'est une très bonne idée en bout de ligne. Faisait. Et puis, on en a fait des petits bouts, mais ça demande beaucoup de travail. Fait on en fait moins que je voudrais. Mais ça pour te dire que le costume est bien utile, il est bien confortable. Il y a sa version short, manche courte, manche longue, s'il fait froid. J'ai 3 vestons, donc j'ai de quoi me protéger s'il mouille, de quoi me protéger du soleil parce qu'il m'en reste beaucoup dessus. Fait que c'est pratique. Maintenant aussi, il y a une version bad guy, celle que tu as mis au Bénin avec les verres fumés. Le dark brun. Dark brun. Ouais. Dark brun? Oui, je m'en étais servi à Calcutta, en Inde. Au Bénin? En Inde aussi. Je m'en suis servi. En Inde aussi? À un moment donné, j'ai viré sur le plat, à Calcutta, Calcutta, puis je suis sorti sur la rue et j'étais en dark brun. Il y a une petite séquence qui est un peu comique. C'est dark. OK. Le pays où tu as pris le meilleur repas? Le meilleur repas. Un repas qui surpasse la poutine, quand même. Regarde, la bouffe thaïlandaise est extraordinaire, mais je dirais mon meilleur repas, puis je m'en rappelle très bien, c'est pendant le Ramadan. C'est au Mali. Je vivais dans un village qui s'appelait Sirabougou.
l'équipe, on venait de tourner, puis l'équipe est repartie, puis moi j'ai dit non, moi je reste ici, c'est trop trippant. C'était la deuxième fois, je pense, que je le faisais. J'essayais de le faire le ramadan, c'est-à-dire tu te lèves le matin à 4 heures du matin, tu manges avant la première prière, et après ça, tu ne manges pas, tu ne bois pas de toute la journée. Et puis, il faisait chaud, c'était des conditions bien difficiles pour moi d'essayer de faire le ramadan. Et puis, après la première journée où j'ai pas bu ni mangé de toute la journée, quoi. Les lèvres me collaient ensemble. Le papa, le chef du village où j'étais, il m'a dit ici c'est comme ça qu'on brise le jeûne. Et il m'a offert une date. Et cette date-là, ça a été la meilleure affaire que j'ai mangée de toute ma vie. Le goût de la date, le sucre dans la date, la texture du fruit, ça a été là, comme si je redécouvrais ma bouche, mon sens, le sens du goût, mes papilles, tout prenait vie d'un seul coup. Et j'ai comme plus compris l'idée du jeûne d'un seul coup. Apprécier ce qu'on a dans la vie. La justification. Ça ne serait que pour apprécier ce qu'on a et comprendre comment vivent les gens qui n'ont pas beaucoup. Avoir de la compassion et en même temps, ça nous apprend à être il y a un mot en anglais pour ça qui est plus juste en français, je me souviens pas, Colin, mais c'est vraiment avoir de la reconnaissance pour ce qu'on a dans la vie. Reconnaître qu'on est privilégié. Ben, effectivement. Je t'ai surpris, hein? Tu voulais me demander une recette, ben, c'est ça? Oui, mais en fait, Oui. j'ai jamais réfléchi, j'ai jamais eu de réflexion par rapport au Ramadan de cette façon-là. Probablement qu'à l'origine, il devait avoir un peu de ce que tu viens de dire, de redécouvrir l'essence. Le fait que tu redécouvres, après avoir été privé pendant longtemps de nourriture, de redécouvrir le goût, le sens de la vie, probablement, au-delà de la spiritualité. Maintenant, le pays où tu voudrais vivre pour le restant de tes jours, ça ressemblerait à quoi? Vivre entre ici et la maison, là, ça me convient très, très bien. Moi, tu vois, comme je viens de me briser le pied, là, je suis en convalescence, je viens de recommencer à marcher. J'espère que je pourrai recommencer à faire de la course et de la compétition parce que j'ai développé une passion pour ça et je veux faire ça jusqu'à la fin de mes jours. Et puis, je commence à être pas pire en plus là, dans mon groupe d'âge. Alors, je te dirais, vivre entre la Thaïlande et le Québec, pour moi, ça me satisferait. Okay. J'ai moins la bougeotte qu'avant. J'ai plus la liste des pays que je veux visiter, que j'ai pas encore vu. Je me garde. C'est complet, là? Non, elle n'est pas complète, mais il y a plein d'endroits que je me garde il doit pour en le rester. travail. Il y a plein d'endroits que je me garde pour découvrir avec mes chums, genre tous les pays en stan, genre le Turkménistan, le Kazakhstan, le Tadjikistan, ces places-là, j'ai envie d'aller tourner là-bas avec mes amis ou d'aller faire des reportages ou quelque chose. Et sinon, tu vois, il y a ta fille qui m'a donné envie d'aller au Chili. Ah ouais? Ah, elle a trippé, elle, là-bas, en tout cas. J'ai fait, j'étais juste à côté, pourquoi je suis pas allé? Je sais pourquoi je suis pas allé, j'avais pas le temps, mais elle m'a vraiment donné envie d'aller faire un tour dans ce coin-là. Et puis sinon, vivre où il fait chaud, je préfère. Parce que je suis pas obligé de m'habiller. Je suis pas quelqu'un qui aime ça se promener en jean, puis en bottes, puis Mais la Patagonie, il va probablement falloir que tu sortes tes bottes et tes jeans. Je suis allé en Patagonie. Je suis parti de Ushuaia en bateau. Je suis allé en Antarctique et je suis remonté jusqu'au Cap-Vert. 37 jours. 37 jours. Un voyage fabuleux avec les îles de Georgie du Sud
l'île Goff. Je suis allé à Tristan d'Acunha. Il n'y a personne qui va là dans la vie. C'est l'endroit sur la Terre où les gens vivent le plus loin de la population. Tristan d'Acunha, vous checkerez ça, c'est vraiment middle of nowhere. Je suis allé à l'île Ascension, je suis allé à l'île Sainte-Hélène, j'ai dormi à l'île Sainte-Hélène. Et sinon, tu vois, je suis arrivé au Cap-Vert, du Cap-Vert, je suis allé au Sénégal, du Sénégal, je me rappelle plus, mais encore une fois, un voyage qui ne se raconte pas en 5 minutes. J'ai 2 questions qui tuent pour toi. Toi, t'as déjà gagné ta vie comme humoriste, on peut dire ça. Oui. Alors, la question qui tue, humoriste ou globe-trotteur? Humoriste globe-trotteur. Mais je vais être obligé de t'en poser un autre. C'est des affaires qui ne vont pas. L'œuf ou l'enveloppe, je prends les deux. C'est 2 affaires qui ne sont pas dissociées. Non, c'est vrai. Moi, dans ton cas, c'est vrai. Moi, tout ce que vous voyez à la TV, c'est moi. Le personnage, c'est ça. Je traîne tout ça avec moi, puis je refuse de faire quelque chose qui me demanderait de ne pas être moi. OK. Alors, je vais t'en poser un autre à ce moment-là. Ça t'a pas assez tué. Les Thaïlandaises ou les Québécoises? Oh là 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 là. Je suis avec une Thaïlandaise depuis un bon moment. Il est peut-être question que je me marie. Oh. Puis, je vais essayer ça. Essayer? Tout dans la vie, je pense. Oh, oui. Tu veux essayer? Non, mais c'est comme être, là, de faire OK, regarde, c'est bon. On s'arrête. On passe le restant de nos jours ensemble. Donc, je te dirais, en ce moment, ben, je pense que ça va être thaïlandaise. OK. C'est tricky comme question. Ben, c'est pas c'est pas question de goût, mais c'est parce que là, j'ai fait un choix. Et puis, il faut que je l'assume. OK. J'en ai un autre d'abord. Tu es encore vivant. En tant que restaurateur, poutine ou pad thaï? Poutine? Dis-leur pas. C'est pas trop fort, OK. Parce poutine, oui. Moi, non, mais regarde. Si ta blonde est là... Il y a une chose qu'il faut que j'avoue. Moi, je mange pas de pad thaï. Ah non? J'aime pas bien ça, le pad thaï. Ah non, je mange une tonne d'autres affaires, mais le pad thaï, je trouve ça un peu plate, pas épicé, un peu ordinaire. Trop américain. La bouffe du nord-est de Isan, la bouffe super épicée, là, la bouffe avec ben de la personnalité. Des lap mou, nam tok. J'aime bien des soupes aussi, la tom yam, la tom kha gai. J'aime beaucoup le khom yang. J'aime beaucoup les... écoute, on prend des notes. Puis la som tam, la salade de papaye verte, ça, on en mange presque à chaque jour à cette heure. Parce qu'on s'est acheté le kit pour la préparer. Et ça, man, ça torche, là, tu sais. Tu manges ça, là, puis des fois, là, on se la fait tellement épicée, là, qu'on vire sourd. On est comme, hein? Je t'entends plus! Les yeux qui pleurent, le nez qui coule. C'est débile. À ce moment-ci, je te demanderais, comme j'ai posé à tous mes invités avant, si la téléportation existerait, qui aimerais-tu téléporter dans ton appartement en Thaïlande? Ma mère. Qui? Ben oui. Ta mère? Ben oui, je veux qu'elle vienne. Je me bats avec pour qu'elle vienne. Là. OK. Elle dit, viens passer quelques mois d'hiver ici, là, au lieu de rester à la maison. Je vais peut-être réussir à la convaincre éventuellement. J'espère. Il y a une personne qu'il faudrait, juste une personne, c'est ma mère. C'est sûr. OK. Et après, ça serait ma soeur, mon beauf, les neveux. Après, ça serait mon fils. Mon fils, il est loin quand même. On est dans le pays. Mon fils, mon petit-fils, je pouvais les amener d'un seul coup, ce serait parfait aussi. Parce que soit l'équivalent d'à peu près Montréal-Sept-Îles, mon garçon ici. Ah, OK. Je suis allé en Bessic une fois, ça m'a pris 6 jours, 5 ou 6 jours. Oh. Bessic-à-Pédale. Je fais ça aussi, traverser la Thaïlande en Bessic-à-Pédale. Oh là là! Ça me fait du bien. Eh boy! Ça dérouille. T'es-tu conscient que beaucoup de monde... Parce que en préparation de cette vidéo, Pascal m'a surpris quand il t'a nommé. Après ça, j'ai perdu à ma fille.
puis j'ai parlé à des jeunes, dans mon staff. Et je leur ai parlé de toi. Et puis, est-ce que tu es conscient que tu es une icône pour les gens qui rêvent de voyage, les jeunes ou les vieux? Les gens t'idéalisent comme personnalité de voyage. Est-ce que tu es conscient de ça? Jusqu'à ce que je vois la file d'attente pour mon petit desk au Salon du Livre, à Place Bonaventure, je pensais pas que les gens me lisaient beaucoup. Je pensais, tu sais pas l'intérêt que tu suscites pendant les 3 premières années avant que le livre sorte. Moi, je savais qu'il y avait des gens qui me lisaient parce que j'avais un peu de feedback, mais j'étais toujours sur la go, donc j'avais jamais le temps vraiment de réagir avec eux autres et d'interagir avec eux autres. Et quand j'ai vu la file d'attente pour... Excuse-moi, ça m'émeut encore. J'étais tellement touché. J'étais tellement touché de voir que... Je comprends. Que ça avait créé de l'enthousiasme et puis que ça avait donné envie aux gens de voyager. Ouais. C'est juste ça. Si j'ai pu servir à ça dans la vie, Mission accomplie. donner envie au monde d'aller découvrir ailleurs. C'est juste ça, là, regarde, moi je suis correct, mission accomplie. Ouais. Merci. Je pense que tu donnes envie de voyager pas seulement aux gens qui ont des sacs à dos. Et c'est ça. C'est de 7 Tu donnes envie de voyager à plusieurs générations. Il y a une dame. Même des bikers. Des bikers, mais aussi une dame de 60, elle m'avait dit, je pense que c'est 70. Elle vient me voir, puis elle me dit, Monsieur Blanchet, bonjour. Elle dit, écoutez, j'ai perdu mon mari cette année. Je suis désolé, madame. Mais elle dit, j'avais jamais voyagé de ma vie, puis là, je vous ai élu. Puis là, je suis allé en Italie. Elle a dit, l'année prochaine, je pense que je vais aller au Mexique. Merci beaucoup. J'ai fait, wow, écoute, ça peut donner le goût à une dame de 70 ans de sortir de chez elle, d'aller voyager. Je trouve ça fantastique parce qu'on ne se le cache pas, le voyage forme la jeunesse, il forme la vieillesse aussi, il forme tout. Le voyage, selon moi, c'est essentiel. Il faut partir, il faut aller découvrir le monde. Écoute, tu as raison. Faut vraiment se confronter au reste du monde. Il faut vraiment, de cette manière-là, on arrive à trouver notre place dans l'univers. Puis on arrive on apprend à se connaître soi-même. Ça va être comme c'est bye-bye. C'est bye-bye. Hello. Hey! Hello, B. Bye-bye. Go, ho, rap. Caban. Ça va bien, Lec? Il me serre la main. Tout le temps. Alors, comme j'ai parlé avec Pascal dans mon vidéo, les gens ont beaucoup de barrières et puis des fois ça prend des gens comme toi pour briser cette barrière-là et traverser dans ce monde-là du voyage. J'ai pas parlé à beaucoup de monde de cette vidéo-là, mais à ceux à qui j'en ai parlé, disent ben oui. Merci à tous ceux qui me lisent, qui me suivent à la télé. Tu es une icône pour ces gens-là. Merci de voyager aussi, puis merci de propager la bonne nouvelle, puis de dire hey, regarde, on peut partir de chez nous, puis on peut aller ailleurs, puis on peut être heureux. Oui. Pour Bruno Blanchet, c'est qui son icône de voyage? C'est qui ton icône de façon générale? C'est une bonne question. Est-ce que je peux prendre le gourou? Prendre le temps de c'est qui te drive à continuer? Ou... Qui me drive? C'est plus quoi que qui, je te dirais. Ah ouais? Il y a plein de gens qui m'inspirent, plein de gens de la télé. C'est mon métier que j'adore, que je trouve merveilleux. Et puis il y a une époque où j'aurais voulu faire comme eux, mais à cette heure, je veux faire comme moi, plutôt que comme quelqu'un d'autre. Mais s'il y a quelque chose qui m'inspire, c'est la surprise. Je veux être surpris, moi, dans la vie. Je veux pas savoir ce qui va m'arriver. Je veux pas savoir les questions qu'on va me poser. Tu sais, je t'ai dit, tu peux m'envoyer tes questions. Ouais. Je les ai lues comme ça, en diagonale, juste pour voir à peu près le ton que ça allait prendre notre échange. Mais
Je te jure, j'ai pas pris de notes, j'ai rien fait. Je me suis dit, regarde, j'aime mieux être surpris en direct. Donc Tout à fait. C'est ça qui me motive le plus, c'est de toujours faire neuf. C'est toujours c'est de surprendre le monde, mais aussi en même temps. Quand toi, tu es surpris, forcément, il y a quelqu'un d'autre qui va être surpris aussi. Ouais. Et puis, donner envie au monde d'être surpris, eux autres aussi, peut-être, de se challenger, puis de faire quelque chose de nouveau. Vois-tu, là, quand je me suis cassé le pied, je me suis mis à faire du yoga, je fais de la balloune, j'ai assis dessus. Un petit peu. Du ballon. Eh oui. Ballon. Les gyms, les gyms sont fermés. C'est ce qui donne du Je me rebound. sers de bande élastique pour m'entraîner. Je les attache aux arbres ici. Et puis comme ça, je peux faire comme des pull-ups, des trucs comme ça. Puis sinon, ben, j'ai un tapis, bouge pas, ça monte tout. Un tapis, là, je vais aller m'installer là-bas. Puis je vais aller m'entraîner aussi toute notre conversation. Écoute, je te retiendrai pas plus longtemps. On a fait 1 heure. Oui. On était supposé faire une demi-heure. Super, ça a passé vite. Ça a passé vraiment vite. Oui, hein? En terminant, écoute, j'ai besoin de conseils. Peux-tu me dire comment tu peux faire des jokes et des jeux de mots en tant que gars de 56 ans, puis continuer à être cool et admirer des jeunes? Moi, quand j'en fais, j'obtiens des regards accusateurs et... Faut juste pas que tu fasses des jeux de mots. Mais tu en fais! T'en fais, toi! J'en fais peut-être, Ça reste cool! J'essaie d'en faire le moins possible. Tes fans te pardonnent tout! Même ces jeux de mots-là que tu fais à l'occasion. Si je les fais, c'est parce que c'est peut-être le moment. C'est peut-être qu'il faut choisir le moment pour les faire. C'est peut-être ça. C'est peut-être circonstanciel. C'est peut-être circonstanciel. Tu sais, des fois, il y a des moments où il y a des jokes qui passent mieux que d'autres. Puis si tu les essayes toutes, il y a bien des chances que tu en manques plusieurs. Puis après ça, on te regarde un peu de travers quand tu en pars une. Fait il faut, OK, je te dirais. C'est probablement le costume. Il faut être économe quand on fait des blagues. Il faut les faire au bon moment, puis à la bonne personne aussi. C'est le costume peut-être, le costume de M. Bruno. Me permet d'être un petit peu plus niaiseux d'habitude. Et le costume me permet d'être comme de jouer à être comme Monsieur moi. C'est pas moi, mais c'est moi qui s'en permets un peu plus. Ouais. En même temps. Oui, vas-y. Mais tu as aussi une panoplie de costumes qui datent J'en ai de l'époque. moins en moins. Monsieur Coucou, J'en ai de moins en puis moins ça. parce que ils rentrent pas Ça dans la rentre pas valise. tout dans la valise. C'est lourd à traîner. Puis il y a aussi le fait que je compte sur l'endroit où je suis pour m'en confectionner un. Tu sais, j'essaie de travailler le plus. J'essaie de comment. OK, la nécessité est la mère de l'invention. Quand on faisait la fin du monde, on avait 0 scène. Et puis, je me débrouillais pour me faire des costumes à tous les jours, puis me trouver une patente. Puis ça a créé une façon de faire qui est bien le fun parce que t'inventes, justement, t'inventes. Fait que moi, j'aime bien inventer, puis me promener avec des affaires toutes faites, ça commence à être moins mon trip. Je commence à avoir plus envie d'être plus à nu, avec rien, puis arrange-toi que t'es trop. Ça, je trouve ça le fun. C'était le début 4 saisons et la fin du monde est à 7 heures. On dirait qu'il y a beaucoup de choses qui ont vu le jour, entre autres le genre d'humour de RBO aussi. Non, mais écoute, on avait la folie à 4 saisons. C'était super cool. Quand tu pouvais faire des niaiseries que tu voulais. Là. Moi, il y a une fois, j'ai été censuré, puis ça n'avait pas rapport avec le ton que j'avais choisi. C'est le sujet qui était un peu... fait qu'ils ont dit non, ça serait mieux qu'on parle pas de ça. Mais une seule fois dans toute ma carrière. Et j'étais edgy, mais c'est parce que quand j'imitais quelqu'un, j'étais tellement mauvais que même la personne pouvait pas être fâchée parce qu'elle se reconnaissait pas. C'était comme, c'est supposé être moi, ça. C'était comme... c'est pas grave, tu sais.
du monde comme... Pamela Anderson, non, mais tu entre sais, du autres. monde comme Lara Fabian. Ouah, ouah. Ça, c'est parce qu'il y avait une star s'est on a été témoin d'un phénomène astronomique. Une star s'est engloutie dans une étoile s'est engloutie dans un trou noir. Fait qu'on a refait ça. L'étoile, c'était une star, c'était Lara Fabian à cette époque-là. Et puis le trou noir, ben, c'était un trou de boîte. Et puis là, je partais en courant, puis j'avais une jupe hawaïenne avec des noix de coco puis une perruque tout proche. C'est tout ce que j'avais dans le char ce jour-là. Et puis je courais à travers un terrain de football en criant « Ouah! Ouah! » parce que ce jour-là, j'avais pas de voix. Fait que je faisais « Ouah! 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 » Là, je sautais paf, à pleine face dans le trou de boîte. Puis là, Marc, il dit « Ah, c'était tellement beau ça, est-ce que je peux le revoir? » Il l'a fait jouer genre 2-3 fois. Et là, où j'étais pogné avec le personnage de Lara Fabian, noix de coco, jupe hawaïenne, perruque rousse tout croche, Faut que je retrouve ça. maquillage n'importe comment, à faire ouah ouah. Et Lara Fabian a une équipe qui surveille tout ce qui se dit à propos d'elle. Ah, ok. Ils récoltent les clips, puis les journaux, puis tout ça, les magazines. Et puis là, il nous suivait, c'est quelqu'un qui travaillait pour elle qui m'a dit, et là, on s'est mis à te regarder à la fin du monde. Puis là, on a montré ça à Lara, puis Lara a fait, oh non, regarde ça, vous n'êtes pas obligé. C'est pas grave. C'est pas, tu sais, ça les dérange pas parce que c'était tellement, j'ose pas dire absurde, mais c'était tellement off. C'était pas edgy, genre, c'était pas edgy pointu, c'était edgy, genre, pourquoi il fait ça? Il fait ça, tu sais. Va, retourne à l'école, là. Trouve-toi une job, là. Mais sérieux, on était libre, je pense que ça passait à la TV. C'est ça que le monde a apprécié. C'est ce genre d'humour-là. T'as été un des premiers au Québec. Après, les Denis de Relais sont arrivés longtemps après. Oui, mais c'est un avant genre d'humour. moi, il y a eu une tonne. J'ai pas inventé rien. Dans ce genre-là? Les Monty Python, t'as Jacques Tati, t'as toute l'époque des films muets, là, les Harold Lloyd, les Charlot, là, ils en faisaient des affaires weird aussi. J'ai pas sorti ça d'un chapeau, moi, là. Tu sais, je me suis servi des mécaniques humoristiques d'absurde. On s'entend que c'était Jacques Tati sur l'acide. Un peu. On s'entend? Oui, mais c'est adapté à moi, puis à ce que j'étais capable de faire, parce que mon talent est assez limité en termes d'acteur. Fait que, tu sais, je fais des affaires faciles, puis ça a l'air que c'était target parce que ça a marché. Ouais. Même des fois, j'en ai oublié, j'ai oublié à moitié là, ce que j'ai fait. Des fois, il y en a qui m'envoient des clips, puis ils disent « Hey, tu viens de regarder ça, c'est drôle. » Là, je fais « Ah, je le redécouvre, puis je me dis « On t'a donc bien flyé, ça. C'est bien drôle, cette affaire-là. » C'était flyé. C'est parce qu'on faisait juste ça. On se levait le matin, on pensait à la niaiserie qu'on allait faire dans la journée, puis on la faisait. Puis le lendemain matin, on recommençait. C'était juste ça que je faisais dans la vie. Ça serait flyé, je pense, encore aujourd'hui. Je pense que oui. Je pense que ça ne serait pas permis aujourd'hui. Je pense que il y aurait un bureau d'avocats à côté. Des avocats, oui. À côté de la salle de brainstorm. Écoute, je vais te laisser retourner à ton gym. Écoute, on est dedans. Ah, ben, t'es super gentil, man. Déjà, regarde, ça a été tellement agréable. Tu as été très généreux. Ben, ça me fait plaisir. Merci. Merci à toi. Merci, Sylvain. J'apprécie énormément. J'apprécie d'avoir eu accès à cet entretien avec toi. Et puis, quand tu viendras à Montréal, eh bien, dis-moi là. Yes, sir. On ira prendre une bonne bière ensemble. Je vais recommencer à en boire. Sûrement que tu auras d'autres anecdotes à nous raconter. Ben ici, ils ont arrêté d'en vendre. Fait que j'ai arrêté d'en vendre. Ah, ils ont arrêté? Là, ils viennent de recommencer à en vendre. Fait que là, j'hésite. Okay. Là, je voudrais... Ou du sodabi, peut-être? Tu trouves du sodabi. On va prendre du sodabi. C'est un défi, OK? Faut que tu trouves du sodabi quand tu seras à Montréal, fais-moi signe, puis je vais essayer de t'en trouver. All right. OK, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup, Bruno. Bye-bye. À la prochaine.